Bonsoir à tous. La France est-elle beaucoup trop laxiste avec cette ressource ô combien vitale qu'est l'eau? L'État a été jugé coupable de négligence face à la prolifération des algues vertes qui ont causé la mort d'un cheval et qui prolifèrent désormais au-delà de la Bretagne. Pollution, gaspillage, quel est l'état de l'eau en France et que propose Ségolène Royal qui vient de présenter une série de mesures sur la politique de l'eau. C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air que nous avons décidé d'intituler ce soir « La France maltraite son eau ». Alors pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Yves Pacalet, bonsoir, vous êtes philosophe, naturaliste, auteur de L'humanité disparaîtra, bon débarras, qui a été réédité aux éditions Artaud. Et puis je précise que votre prochain livre sortira en octobre et il s'intitule L'éloge des mangeurs d'hommes. Également présent sur ce plateau, Sophie Oconi, bonsoir. Vous êtes coprésidente du Cercle français de l'eau. Vous êtes également gouverneur au Conseil mondial de l'eau. Et puis vous coprésidez l'intergroupe eau du Parlement européen. Également présent, Olivier Andro. Vous êtes chargé de mission agriculture et alimentation à l'UFC Que Choisir. Vous avez publié en février dernier une grande étude sur la qualité de l'eau en France. Et enfin, nous accueillons Marc Lémé, journaliste, consultant en eau et assainissement pour les collectivités territoriales. Et vous êtes auteur du Lobby de l'eau aux éditions Bourrin. Alors, première question, peut-être Sophie Oconi, est-ce que la France, puisque c'est le sujet, le titre de cette émission, plus que les autres pays européens, maltraite son eau? Est-ce qu'en France, on est particulièrement négligent? Nous ne sommes pas particulièrement négligents, nous ne sommes pas particulièrement laxistes. Nous avons aujourd'hui effectivement une organisation territoriale qui est optimale en France, qui a été déclinée sur l'ensemble des États membres de l'Union européenne, mais il est important, opportun aujourd'hui que chaque citoyen, l'usager citoyen, l'usager agriculteur, l'usager industriel, l'usager collectivité locale, préserve, protège cette ressource qui se raréfie et qui est polluée de plus en plus, effectivement. C'est une chose dont on ne se souciait pas auparavant et c'est une prise de conscience nouvelle. Olivier Andro ? Prise de conscience nouvelle, non, certainement pas. Je crois qu'il faut rappeler qu'on a des dispositifs qui sont censés protéger la ressource depuis de très nombreuses années. On peut parler de l'éco-conditionnalité qui date de 2003, de la directive nitrate pour laquelle on a été récemment condamné, qui date de 1991, et encore de tout un... Chaque année, ça se dégrade ou bien ça a des résultats là? D'abord, on est actuellement dans des situations qui sont catastrophiques. On a présence de pesticides dans 91% des stations de prélèvement officielles. On a des présences dans les nappes phréatiques dans plus de la moitié des stations. Et vous imaginez le temps qu'il faut après pour se débarrasser des pesticides lorsqu'ils sont présents dans les nappes phréatiques. Et ça augmente. Par exemple, en ce qui concerne les nitrates, eh bien, on voit que les taux en nitrates dans les eaux de surface continuent à augmenter dans le quart nord-est de la France, là où il y a le plus d'agriculture. Yves Pacalet, les enfants, il y a un siècle, ils pouvaient bien plus jouer avec l'eau, elle était bien plus propre qu'aujourd'hui? Celles qui sortaient directement des fermes, c'est pas sûr. Peut-être un peu de pollution quand même, mais beaucoup moins de pollution chimique, beaucoup moins de pollution d'autres sortes. Mais ce que je voudrais dire, moi, c'est qu'on va parler de la France, mais ça fait en réalité bien plus d'années que ce qui a été dit, que ce problème a été mis sur la table. Quand j'ai commencé avec le commandant Cousteau en 72, on disait déjà l'eau est une, la terre n'a qu'une seule eau, l'eau de la terre, toute celle dont on dispose, nous a été apportée par les comètes il y a plus de 4 milliards d'années. On n'a que celle-là. Et il faut savoir que les océans sont profonds, ils font 3800 mètres en moyenne de profondeur, mais toute l'eau qui est présente sur la Terre, si la Terre avait la taille d'une orange, eh bien toute l'eau présente sur la Terre serait égale à une larme, à une goutte. Et il faut savoir que 97% de cette eau, cette larme, c'est de l'eau de mer, 2% c'est de l'eau gelée, essentiellement en Antarctique et au Groenland. Et donc avec le 1% de la petite larme d'eau, il faut qu'on alimente l'agriculture, l'industrie, la boisson quotidienne, tous les autres besoins de l'humanité. Et la France est un pays qui est relativement privilégié, même si on pourrait faire en effet énormément mieux. Mais quand on regarde le problème privilégié, c'est-à-dire que nous avons beaucoup d'eau qui tombe du ciel et qui arrive et qui irrigue notre pays, c'est ça? On en a pour l'instant suffisamment. On a pris quelques dispositions assez intelligentes pour la gérer, mais à chaque fois qu'on se penche sur le problème de la pollution locale, de telles nappes phréatiques, de telles rivières, etc., on s'aperçoit que les progrès à faire sont considérables pour la bonne gestion dans un pays qui est relativement privilégié.
Marc Lémé. Nous sommes dans une situation très paradoxale. La France a inventé à l'orée des années 60 un modèle de gestion de l'eau autour de la notion de bassin versant. C'est toute la région qui est baignée par un fleuve de sa source jusqu'à l'embouchure. Comme idée, comme concept, à l'époque, c'était absolument génial. Autour de ce modèle, on a conçu un modèle d'organisation décentralisée avec des agences de l'eau, avec des comités de bassin, il y a un demi-siècle de ça. Avant même que la révolution de l'agriculture fasse sentir ses effets tout à fait délétères en termes de pollution. Donc, c'était pas très efficace, toutes ces agences, Si. À l'époque, le concept était très bon. On a réussi, dans un premier temps, à juguler les pollutions d'origine industrielle, qui étaient terribles à l'époque, pas de protection, des rejets partout, etc. Donc là, sur le plan industriel, sur le plan de les usines, on a réussi. L'eau qui sort des usines est retraitée aujourd'hui. Sur le plan de l'agriculture, on a totalement échoué. Tous les gouvernements successifs depuis un demi-siècle ont cédé devant les diktats de la FNSEA, pour dire vrai. Le modèle agricole productiviste qui s'est développé en France, avec des intérêts économiques extrêmement puissants, l'ont emporté sur toutes les considérations de défense de l'environnement. Et on est aujourd'hui dans une situation extrêmement critique, au point que nous échouons régulièrement à remplir nos engagements communautaires. Il y a des directives qui encadrent tout ça, etc. C'est un échec patent. Et c'est d'autant plus... Et la France va être condamnée en septembre prochain. La France va être condamnée à la rentrée pour la directive non-respect de la directive nitrate. Mais ce qui veut dire que tous les pays européens vont être condamnés. Ou bien nous, Français, nous sommes le... Notre pays va être condamné, puisque... Il y a eu 5 plans nitrates depuis l'orée des années 2000. On a dépensé un argent public phénoménal. Et c'est un échec cinglant. Mais qui renvoie à la particularité de la gestion française, ou de mon point de vue, et c'est la thèse que je développe dans mon livre, Mme Oconi ne sera pas d'accord, évidemment, la thèse selon laquelle la gestion de l'eau en France a échappé aux politiques, a été accaparé, dévoyé par ce que j'appelle le lobby de l'eau. Je pourrais vous expliquer jusqu'à maintenant tout à l'heure de quoi il s'agit. Et là, on est dans une situation terrible, parce que chaque année en France, on dépense de 23 à 25 milliards d'euros pour la gestion de l'eau. C'est essentiellement l'usager domestique, vous et moi, qui payons ça. Sophia Canet, vous allez réagir, Sophia Canet. Mais juste un mot. Est-ce que vous pouvez nous établir, est-ce qu'il y a des pays modèles? Parce que les Pays-Bas et l'Allemagne, ils ont beaucoup d'agriculture. Vous dites les agriculteurs, ils font ce qu'ils veulent. Est-ce qu'il y a des pays modèles en Europe? Et quel est le hit parade là, avec quel autre pays allons-nous être condamnés à la rentrée? Non, pas vraiment de pays modèles. L'ensemble des pays européens ne respectent pas vraiment l'ensemble des directives qui ont été proclamées autour de la gestion de l'eau. Tout le monde est négligent. Tout le monde est négligent, mais la France a une responsabilité particulière parce que c'est la France qui est en grande partie à l'origine de cet encadrement communautaire. La France a joué un rôle champion pour créer des lois qu'on ne respecte pas. Absolument. Et Bruxelles est excédée. C'est très bien qu'on lui raconte des histoires, qu'on triche surtout, qu'on fournit des mauvaises données dans le cadre de ce qu'on appelle le rapportage communautaire. On pipote toutes les données sur la qualité de l'eau. Que ce soit sur le déficit budgétaire ou sur les nitrates. Ils le savent parfaitement. Ils en ont assez de se faire balader. Et là, ils vont nous condamner. Et attention, c'est double peine, triple peine, quadruple peine pour l'usager, le contribuable, parce que c'est nous qui allons payer en plus le montant des amendes. Alors, on paye des amendes et ensuite, il faut payer pour dénitrater Absolument. Pour les nitrates, nous n'allons pas payer d'amende immédiatement puisque nous avons été effectivement, par la Commission européenne, mis en demeure de régler le problème. Pour le moment, il n'y a pas de sanctions financières. Il n'y a pas de sanction financière. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que la situation n'est pas aussi dramatique que vous l'indiquez par rapport à la France. Pourquoi ? La France s'est organisée en gestion intégrée de l'eau par bassin versant. C'était dans les années 1960. Toute l'Union européenne s'est organisée sur ce modèle économique, social, environnemental que la France a mis en œuvre la première. Elle a été précurseur. 50 pays de la communauté internationale ont également suivi ce modèle. Donc je refuse d'entendre le fait que ça n'est pas satisfaisant. Aujourd'hui, c'est perfectible. Oui. Pourquoi ? Parce que nous devons produire de plus en plus et donc de plus en plus pour répondre à un besoin qui est de plus en plus important puisque nous avons de plus en plus de citoyens sur la planète. Vous dites le problème, il est démographique au fond. C'est du fait de l'accroissement de la population, on a besoin de plus en plus d'eau. On ne peut pas à la fois demander à nos industriels et à nos agriculteurs de produire de plus en plus et ne pas les inciter à aller dans une agriculture raisonnée mais qui ne soit plus sanctionnée
et contrainte, mais qui soit incitative. Il n'y a aucune sanction. Alors, Olivier Andro. L'UFC Que Choisir participe à tous ces comités auxquels vous faites référence. 80 représentations, 9 comités de bassin, 27 commissions locales de l'eau, 25 conseils de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, 8 commissions consultatives des services publics locaux et 11 autres, ONEMA, Ecofito, etc. Et que nous disent ces représentants, ces bénévoles qui passent beaucoup de temps, qui dépensent beaucoup d'énergie pour essayer de faire avancer la protection de l'eau, eh bien c'est que dans un dossier sur 2, ils ont l'impression que les décisions sont déjà prises. Et dans 70% de ces instances, ils ont l'impression qu'ils ne peuvent pas peser à la prise de ces décisions, tout simplement parce qu'ils sont très minoritaires. Exemple, dans certains comités de bassin, il peut y avoir entre 150 et 200 membres. Eh bien, sur ces 150 ou 200 membres, il va y avoir juste 10 représentants des ONG. Comment voulez-vous que l'on contribue à la prise de décision? Moi, je suis au comité de bassin Loire-Bretagne. Il y a 40% représentant les usagers, 40% représentant... Non, madame. Yves Pacalet. Non, c'est un problème qui est en effet très, très grave parce que quand on avait déjà dit il y a plus de 40 ans avec Cousteau qu'un certain nombre de polluants qu'on était en train de répandre dans l'eau comme l'atrazine et d'autres, qu'on était en train de répandre sur les terres, allaient un jour ou l'autre se retrouver dans les nappes phréatiques, on se faisait jeter. Les gens nous disaient c'est pas vrai, ça n'arrivera jamais, etc. Bon, ensuite sont venus les premiers problèmes de nitrate qui se transforment en nitrite, en nitrosamine cancérigène, etc. Les taux ont été fixés. On s'est dit ça y est, peut-être qu'on va y arriver parce qu'on a fixé des taux minimaux pour que l'eau soit considérée comme potable. Bon, on la mélange, on triche, on dit n'importe quoi, on fait des mesures là où il ne faut pas les faire. C'est un peu comme dans le nucléaire d'ailleurs, on fait des mesures où il ne faut pas les faire. On n'est pas obligé d'accepter cette hypothèse de la croissance à tout va, qui dit on doit produire de plus en plus, aussi bien dans l'agriculture que dans l'industrie, donc on va polluer de plus en plus. Non, il y a d'autres solutions, il y a des possibilités pour produire dans l'agriculture de façon propre, et dans l'industrie, ça s'est un petit peu amélioré en effet. Alors, exemple, nous produisons et nous consommons de plus en plus de produits, de médicaments, etc. Résultat, on trouve dans l'eau de plus en plus de micropolluants, alors qu'ils sont en toute petite quantité, mais qui sont très, très nombreux. Et ce n'est que récemment qu'on a commencé à s'interroger sur l'impact de ces micropolluants sur la santé humaine ou sur la santé animale. Et vous allez le voir, les conséquences sont parfois effrayantes. C'est un reportage de Céline Morel avec Maxime Liogier. Usure des pneumatiques et des plaquettes de frein, émission des gaz d'échappement, fuite d'essence, trafic aérien, matériaux de construction. Sur cette route, les micropolluants sont partout. Il y a 1 an et demi, un système de filtration des eaux de la voirie a été mis en place par le département. Vous avez par exemple des plantes qui ont été mises en place, donc telles que des familles de trèfle que vous avez ici. Vous avez également des menthes qui ont été sélectionnées en fait, pour leur faculté dite hyperaccumulatrice pour les micropolluants. Cette installation pilote fait partie des 13 projets sélectionnés par la ministre de l'écologie Ségolène Royal qui recevront un financement dans le cadre de la lutte contre les micropolluants des eaux urbaines. Donc ici, les eaux qui viennent directement de la chaussée et sur la bouteille donc, de droite et sur la bouteille de gauche, donc vous voyez les eaux qui passent par le système filtrant enherbé. Voilà, qui est au bord de la route. Si les résultats de ce projet semblent prometteurs, les routes ne représentent en réalité qu'une faible source de micropolluants. L'eau qui coule de ce robinet provient directement de la Marne, une rivière qui alimente un quart des Parisiens en eau potable. Tous les jours, les équipes de l'usine prélèvent des échantillons de cette eau avant même qu'elle ne soit traitée. Des échantillons analysés ensuite dans ce laboratoire. On voit des pics qui correspondent à chaque pesticide qu'on a trouvé. Donc vous voyez, on lit sur l'écran de l'atrazine, de la propazine, de la simazine, qui sont de la terbutylazine, qui sont des composés qu'on retrouve de façon très très fréquente dans nos eaux de rivière. Les pesticides représentent 95% des micropolluants présents dans la Marne. Des substances qui, en raison de leur toxicité, peuvent induire des effets néfastes sur les organismes. Agriculture, industrie, transport, les micropolluants sont partout. On les retrouve donc au final dans de nombreuses sources d'eau, mais la plupart disparaissent une fois l'eau rendue propre à la consommation.
Il reste donc un pesticide à une concentration excessivement faible, largement inférieure à la limite de qualité pour les pesticides qui est de 0,1 microgramme par litre. Si pour les pesticides, les règles imposées par l'Union européenne sont très strictes, des micropolluants découverts plus récemment échappent encore à toute réglementation. C'est le cas des résidus médicamenteux. Ce pic-là correspond au paracétamol. Pour les experts de l'Union européenne, leur concentration est trop faible pour présenter un quelconque danger, mais ce laboratoire préfère rester vigilant. Ce sont des nouveaux produits que l'on recherche. On les recherche environ depuis 7-8 ans. Depuis que des études ont montré que des poissons avaient des comportements, avaient des systèmes de reproduction qui étaient perturbés. Et donc par ces produits qu'on appelle produits émergents, qui sont soit des produits médicamenteux, soit des hormones. Et donc nous avons décidé de les rechercher pour regarder quel niveau de concentration on trouvait dans nos ressources et de vérifier si nos filières de traitement les éliminaient. Pour le moment, les directives européennes concernant l'eau potable tiennent uniquement compte des risques connus et bien évalués de certains micropolluants. Insuffisant pour ce professeur de santé publique environnement. Quand on raisonne à très long terme, et quand on voit ces problèmes éventuellement de cancer qui se développent souvent à très long terme, on le voit pour les gens qui fument, ils fument pendant toute leur vie et développent un cancer 40 ans plus tard. Donc c'est la possibilité que tous ces polluants qui sont à faible dose et qui n'induisent pas d'effets dangereux à court terme puissent éventuellement induire un effet dangereux à long terme. Et là, c'est très difficile à évaluer parce que ça veut dire qu'il faut suivre des individus pendant 30 ans ou 40 ans avant d'avoir la réponse. Donc aujourd'hui, on est inquiet par rapport à tous ces polluants et on est très inquiet même parce qu'on sait que dans les zones où il y a des fortes pollutions, on voit des effets sur les poissons et sur d'autres animaux aquatiques. Donc on a une forte inquiétude. Mais on n'a pas les éléments scientifiques suffisamment robustes pour être capable de dire aujourd'hui il faut mettre une norme absolue sur telle valeur. Réponse dans quelques années. D'ici là, les chercheurs tenteront d'évaluer au mieux, pour chaque micropolluant, la concentration dans l'eau potable à ne pas dépasser pour préserver la santé de l'homme. Alors, question Internet, peut-on boire sans danger l'eau du robinet ou est-elle de mauvaise qualité dans certaines communes? Olivier Andro, vous qui avez fait qui a rendu votre étude. Ça dépend où, absolument. Elle n'est pas de même qualité partout. Absolument. C'est-à-dire que, globalement, dans 98% des cas, il n'y a pas de problème, l'eau est de très bonne qualité tout au long de l'année. Maintenant, il est vrai que lors de notre dernière étude, nous avons remarqué qu'il y a de l'ordre de 1,5 million de Français qui ont, à certains moments de l'année, voire pendant la totalité de l'année, bien une eau qui est polluée. Et les enfants sont avertis? Ils le savent? Alors, ça c'est une très bonne question. En théorie, ce sont les mairies qui sont responsables de l'information et qui, le cas échéant, doivent proposer d'autres sources d'eau, donc sous la forme de bouteilles d'eau minérale. Maintenant, ce dont on se rend compte, c'est que parfois cette information, elle est affichée uniquement en mairie. Donc ça veut dire qu'il y a des problèmes d'information. Mais je voudrais dire quelque chose qui est très important, c'est que il y a vraiment un grand hiatus entre finalement l'eau qui est distribuée dans les villes, y compris dans les petites villes, tout simplement parce qu'elles ont les moyens de dépolluer cette eau. Finalement, on a une eau brute, l'eau matière première, qui est dans les rivières, dans les nappes phréatiques, on l'a vu tout à l'heure, elle est massivement polluée par les pesticides, par les nitrates. Et puis, au niveau du robinet, on a une eau qui est globalement à 98%, elle est propre. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? On dépollue. Et dépolluer, ça coûte cher. Et donc, ça veut dire que c'est les collectivités locales relativement grandes et suffisamment riches qui vont pouvoir dépolluer. Donc, ça veut dire que par défaut... C'est pas parce qu'on est à la campagne qu'on a une eau plus pure. Hein. Au contraire, et c'est ce que nous avons observé malheureusement dans notre étude, c'est que dans les petites collectivités, les petits villages, notamment dans les zones où il y a une agriculture intensive, qu'il va y avoir des pollutions aux pesticides, aux nitrates, au sélénium, pollutions émergentes. Donc là, vous mettez le point sur l'importance du traitement de l'eau. Ça veut dire que si je me promène en forêt, je vois une belle petite source là, et comme dans les publicités, j'ai envie de boire de l'eau. Vous ne le faites pas, Marc Lébé? Si. Oui, bien sûr. Moi, je me suis baladé un peu partout dans le monde. J'ai bu des eaux qui étaient pas toujours très fiables. En survie, mais elles sont pas pures. Oui, en général, oui. Enfin, faut quand même faire un peu attention dans certains endroits. Je recommanderais à personne de boire n'importe quoi, n'importe où. Mais quand on fait un peu attention dans les montagnes, dans les forêts, on y arrive. Mais c'est vrai que ce problème-là, il est grave parce que on disait à la minute, il y a 1,5 million de Français qui de temps en temps sont soumis à des eaux qui sont peu potables.
Je rappelle simplement un chiffre, c'est que dans le monde, c'est 1,5 milliard de personnes qui n'ont pas accès du tout à l'eau potable et qui le savent, qui boivent des eaux totalement contaminées par toutes sortes de bactéries. Marc Lémé, et après on verra sur cette histoire de poisson qui change de sexe. Il n'y a pas de réponse univoque à cette question parce qu'il faut savoir que la France se distingue à l'échelle européenne. Nous avons 35 000 services d'eau. Et on ne peut absolument pas comparer un petit service rural d'une commune de 200 habitants qui n'a aucun moyen financier, qui n'a plus aujourd'hui aucun soutien des anciens services déconcentrés de l'État qui ont été littéralement laminés depuis une quinzaine d'années, qui n'existent plus sur le territoire, et donc qui se retrouvent dans une situation où l'eau qui puise dans leur environnement est de plus en plus polluée, notamment à raison des activités agricoles, qui n'ont pas les moyens financiers, techniques, humains de se remettre aux normes. Donc il y a un impératif par rapport à ça. Et une autre précision par rapport aux questions de pollution que j'évoquais tout à l'heure, il faut savoir que dans notre réglementation, on peut poursuivre jusqu'à 9 ans des dérogations qui permettent de distribuer de l'eau destinée à la consommation humaine, c'est l'appellation dans la réglementation, quand bien même on a dépassé les normes de pollution aux pesticides et aux nitrates, jusqu'à 9 ans. 3 fois 3 ans. Sophie Oconi, un mot quand même. On nous explique qu'en France, nous avons la chance d'avoir Veolia et Suez Environnement, qui, si je ne me trompe pas, sont les 2 champions mondiaux du traitement de l'eau. Numéro 1, numéro 2 mondial. Et comment se fait-il que la France, qui est le berceau de ces 2 champions mondiaux, n'arrive pas à traiter d'une façon impeccable son eau ? Parce qu'il est un certain nombre de produits qui sont découverts, comme l'a très bien indiqué votre documentaire, des produits qui sont découverts comme les perturbateurs endocriniens. Les médicaments, le paracétamol, qu'avant on ne cherchait pas dans l'eau, et on subitement se dit, tiens, mais... Évidemment, il y a assez peu de temps que nous avons retrouvé ces produits dans l'eau. On s'est mis à les chercher, vous voulez dire. Oui. On s'est mis à les chercher, d'accord. On s'est mis à les chercher, et donc aujourd'hui... Ce sont des entreprises qui sont dans l'innovation, dans la recherche, le développement. Je suis allée visiter la plus grande station d'épuration d'Europe, à Bruxelles, qui est gérée par un des 2 groupes que vous avez cités. Ils ont découvert des particules, des molécules de plastique, de polymère, pardon, qui sont à un niveau infiniment petit. Des micropolluants, quoi. Difficile à récupérer dans l'eau. Ils ont, dans le cadre d'une recherche et de l'innovation, trouvé un système de bactéries qui ingèrent ces particules de polymère, qui les rejettent. Une fois raffiné, c'est du plastique très dur qui va permettre... Un peu comme la menthe qui ingérait les micropolluants dans le sujet. Il faut que nous soyons, tant pour l'industrie que pour l'agriculture, dans l'incitation à la recherche et à l'innovation pour les agriculteurs. Juste une seconde, je pense qu'il faut que nous aidions à la gestion des sols, accompagner... On reviendra sur les agriculteurs parce qu'on va faire un truc sur les algues vertes. On va faire un sujet. Non, juste un mot. Pourquoi on s'intéresse à ces micropolluants et à leurs conséquences? Parce qu'on dit dans le reportage que les poissons, mais alors Yves Pacalet, c'est vrai, en ingérant ces micropolluants, on a vu des poissons changer de sexe. Les poissons, des crocodiles, enfin je veux juste dire... Ça veut dire quoi? Un crocodile mâle, subitement, il se met à être femelle? Pour la dépollution, on n'est pas obligé de se fier aux grandes entreprises que vous avez citées. Il y a beaucoup de villes qui reviennent en régie maintenant autonome de façon à traiter elles-mêmes leur pollution de l'eau. Alors pour ce problème-là, ça a commencé il y a déjà plusieurs années, plusieurs dizaines d'années même. On s'est aperçu que, par exemple, ça s'est découvert en Floride, les alligators, qui normalement naissent à peu près par égal mâles et femelles, eh bien il n'y avait plus que des femelles qui sortaient des œufs. Donc ça joue dans le fœtus ou à un moment de la... On l'a constaté ensuite sur bien d'autres animaux, notamment chez les poissons, et puis même maintenant chez les humains, où on a constaté qu'il y avait des malformations génitales des nouveau-nés, et on s'est interrogé, on s'est demandé pourquoi, et on s'est aperçu que la cause était un micropolluant, une série de micropolluants, des perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire qui perturbent le fonctionnement des glandes endocrines et des émissions d'hormones dans les organismes, aussi bien chez les crocodiles et les poissons que chez les humains et les autres mammifères. Et donc, ces produits-là, qui sont des estrogènes, pour beaucoup des produits chimiques qui ressemblent par leur structure à des estrogènes, eh bien, au moment où se forment les organes génitaux, eh bien, interviennent et de façon perturbatrice. Et ça a tendance à faire des garçons ou des filles, d'ailleurs, pour avoir une idée de la planète. Avec les estrogènes, ça fait beaucoup plus de filles. D'accord, donc nous aurons un monde de femmes demain, si on continue comme ça. Probablement aussi avec des anomalies qui sont un peu moins agréables que d'avoir un monde de femmes.
Et ça, c'est nouveau, alors Pas tout à fait. Alors, parce que je voudrais attirer l'attention sur un avis de l'ANSES, notre agence de sécurité des aliments, l'année dernière sur les pesticides. Puisque, suite à notre étude, donc, on voit la présence de pesticides dans pas mal de communautés en France. Et donc, on se pose la question, quel est le danger? Et donc, elle nous dit deux choses. Elle nous dit qu'il y a deux types de dangers. Un danger toxicologique et un danger de perturbateur endocrinien. C'est deux choses très différentes. Un danger toxicologique, c'est qu'il y a de nouvelles molécules, des pesticides par exemple, qui vont arriver sur le marché. Elles vont être étudiées par les autorités pour voir si elles empoisonnent les cellules. C'est ce qu'on appelle l'effet toxique. Et là, c'est à des doses relativement élevées. Et de ce point de vue-là, ce que nous dit l'ANSES, c'est que le danger est quand même relativement faible, étant donné les marges de sécurité qui ont été prises de nombreuses années. Oui, mais dans le sujet, on vous explique que la cigarette, si vous fumez une cigarette, vous ne mourrez pas, mais si vous fumez tout au long de votre vie, vous en mourrez. Alors donc, deuxième chose, c'est que les effets toxiques, ils sont étudiés uniquement sur le très court terme. Deuxième chose, ce que nous dit l'ANSES, et ça c'est plus inquiétant, elle nous dit, actuellement, les effets de perturbateurs endocriniens des pesticides ne sont pas étudiés. Et actuellement, on n'a pas de réponse sur l'impact sur le long terme de ces pesticides que 1,5 million de Français sont susceptibles de boire toute partie de l'année. Perturbateur endocrinien, donc ça peut susciter des malformations dans le fœtus, ça peut changer le sexe. Est-ce qu'il y a d'autres conséquences désagréables? Oui, globalement, les hormones interviennent sur tous les moments de la fabrication du corps et donc peuvent perturber n'importe quel moment de la formation de l'embryon. Sur la croissance, ça joue sur la reproduction. L'impact qui a déjà été étudié, notamment par un laboratoire toulousain, sur la spermatogenèse de l'homme. En écho à votre truc, il n'y aura plus de défi bientôt. On note depuis 30 ans une perte de capacité, donc du sperme de l'homme, de près de 50%. Et ce serait lié à tous ces micropolluants oui. Dans l'eau, dans l'air, dans l'alimentation, etc. Et donc là, il y a un impératif d'appliquer un principe de précaution. Mais ça pose du coup la question de la manière dont on exerce, par exemple, ce qu'on appelle la police de l'eau. Je vous en cite très brièvement un exemple. En banlieue parisienne, pendant 15 ans, existe toujours le laboratoire de développement d'un des plus grands laboratoires pharmaceutiques français, donc qui expérimente des nouvelles molécules, qui rejetait les eaux de process de son laboratoire dans un gigantesque circuit du plus grand syndicat d'assainissement européen qui existe dans la région parisienne, qui s'appelle le SIAP. On en est arrivé à une situation, ça a duré 15 ans, dans laquelle les techniciens du service public concerné, qui devait faire des contrôles, etc., ont dû sous-traiter cette mission à une entreprise spécialisée dans les interventions NBC, nucléaire, biologique, chimique. Les techniciens qui descendaient en face. Attendez, vous voulez dire que les rejets de ce laboratoire pharmaceutique, on ne les connaissait pas, sont considérés comme relevant du NBC, nucléaire, biologique, chimique. J'ai tout le dossier. On devait faire descendre des intervenants spécialisés parce que sinon, les égoutiers qui descendaient, leur combinaison était cramée en une demi-heure et l'impact sur la santé était terrible. Et on est arrivé à la situation. Tout un réseau d'assainissement, vous le pilotez, vous l'orientez, il y a des vannes, vous ouvrez. Pour essayer de se sortir de cette situation, on a organisé un circuit de dilution de 17 km des rejets de ce laboratoire pour essayer de diluer ces matières. Et pourquoi on ne le traite pas plutôt que de le diluer? Mais il faut le diluer avant que ça arrive dans l'usine de traitement, parce que les usines de traitement, les stations d'épuration, n'ont pas été conçues pour traiter les résidus médicamenteux et toutes ces molécules. Et donc on a un problème au niveau de la station. Mais elles le sont quand même, au final? Non. Il faudrait... On se contente de diluer, c'est comme si on dilue la matière radioactive. Pire encore. Imaginez qu'il y a un orage soudain qui intervient quand ce laboratoire... Ça, on ne le sait pas quand on parle, si vous voulez, de préservation, de la ressource, de la nature, etc. Un réseau d'assainissement, en cas d'orage, va intégrer un apport d'eau de pluie colossal, en l'espace de quelques heures. Un système comme tout le système de la région parisienne, s'il y a un orage soudain, comme ça arrive aujourd'hui, termine dans la Seine, va avoir un apport supplémentaire d'eau de pluie en l'espace de quelques heures qui est supérieur à celui qui est traité normalement dans une journée. Comme le réseau ne peut pas accepter ça, et sinon tout va sauter, il y aura des inondations, on a conçu ce qu'on appelle des déversoirs d'orage. On rejette purement et simplement dans le milieu naturel les eaux usées non traitées, les eaux de pluie, parce qu'on ne peut pas s'en sortir autrement. Mais aujourd'hui, Sophie Oconi, il y a quand même des normes, on imagine. C'est une page ancienne, là, ces histoires Non, mais les laboratoires pharmaceutiques aujourd'hui font beaucoup plus attention dans leurs rejets en eau, non? Cette affaire, est-ce que nous ne payons pas en ce
ce moment des décennies de négligence. C'est plutôt ça, Voilà. mais je veux dire, moi je ne peux pas laisser dire qu'aujourd'hui la France laisse à ce point les industries et l'agriculture, les industriels et l'agriculture, aller vraiment dans ce sens. Aujourd'hui, nous avons en France des normes. Non mais monsieur, vous ne pouvez pas dire ça. Quand une industrie s'implante, elle est aujourd'hui liée à un certain nombre de normes et de contraintes environnementales. Mais là, on parlait de l'industrie pharmaceutique qui apparemment étaient des gens qui échappaient un petit peu à ces normes. Je reconnais qu'il y a eu en son temps, effectivement, un certain nombre de choses qui ont été laissées, on a laissé faire un certain nombre de choses par les industriels, mais je ne peux pas laisser dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas une véritable démarche de pollueur-payeur. On ne peut pas dire ça. Alors, il y a une démarche qui a été lancée, on est dans 90% de la l'incitation facture de la dépollution est payée par nous, les consommateurs. Par les consommateurs. Alors même que nous ne sommes pas on est loin d'être les premiers pollueurs. Alors, justement, il n'y a pas que la pollution industrielle, il y a aussi la pollution agricole. On en a parlé, les algues vertes qui s'étendent désormais au-delà de la Bretagne. On les retrouve en Normandie, on les retrouve au sud également sur les plages de Vendée. Des algues vertes qui peuvent être mortelles, puisqu'elles ont tué un cheval en 2009. Eh bien, nos équipes, justement, ont retrouvé le propriétaire de ce cheval qui est mort parce qu'il était tombé dans un trou rempli d'algues vertes. C'est un sujet de Yacine Mili et de Pierre Dehorne. La baie de Saint-Brieuc, son paysage unique, ses plages à perte de vue et ses dangers. Ici, on est prévenu avant même de poser le pied sur le sable, gare à ne pas trop s'approcher de certains végétaux. Donc voilà, ça c'est notre si mal aimée algue verte. L'algue verte, elle n'a l'air de rien comme ça, mais pour la plupart des plages de l'Ouest, c'est un fléau, car quand elle sèche, les algues vertes fermentent et libèrent un gaz toxique. Donc je fais ce qu'il ne faut pas faire, je préfère prévenir. Donc en fait, c'est sous ce type d'amas que l'hydrogène sulfuré peut être coincé. Donc là, le danger, en fait, c'est de crever une poche d'hydrogène, de le dégager, de le respirer et d'avoir un malaise et de rester dedans. Dans la ligne de mire des associations, les élevages agricoles. À cause des déjections animales et des engrais, les nitrates envahissent la nappe phréatique pour finir leur route dans la mer. Et les nitrates, les algues vertes en raffolent, à tel point qu'elles se multiplient jusqu'à devenir trop nombreuses et toxiques. Des risques souvent méconnus par les touristes. Non, je n'étais pas au courant des dangers. C'est vraiment moche. Alors pour préserver l'environnement et le tourisme, les communes multiplient les ramassages. Ça a toujours renvoyé une mauvaise image. Et puis si on parle d'un point de vue économique, voilà, ça coûte 300 000 € à ramasser chaque année. Voilà. Donc c'est quand même pas rien. Mais oui, ça a eu un impact sur la fréquentation et surtout sur l'image du secteur. En France, voici les zones les plus touchées par les algues vertes, avec en tête le Finistère et les Côtes-d'Armor. Et c'est justement dans cette région que la Cour d'appel de Nantes vient de reconnaître l'État responsable de la mort d'un cheval en 2009. L'autopsie a révélé une intoxication aux algues vertes. C'était prévisible que le lien de causalité en tout cas soit établi. Parce que... Ce jour-là, le propriétaire Vincent Petit marche sur la plage à côté de sa monture. Quand soudain, l'animal s'effondre. Ça arrive d'une seconde à l'autre, c'est-à-dire tout va bien et ensuite on est totalement évanoui, mais ça se passe en une fraction de seconde. Moi je l'ai vu sur mon cheval tout d'abord, qui a arrêté de respirer, c'est-à-dire que j'ai vu la cage thoracique s'arrêter et l'encolure tomber, mais d'un coup. J'ai vu ça et ensuite ça a été mon tour puisque je me souviens c'est mon dernier souvenir. L'État responsable de la prolifération des algues vertes, une première. C'est un arrêt qui est historique parce que non seulement la responsabilité de l'État est reconnue pour ne pas avoir respecté la réglementation européenne et nationale en matière de protection de l'eau, mais surtout la Cour reconnaît les conséquences sanitaires de la pollution des algues vertes. Il y a quelques jours, le ministère de l'écologie a réaffirmé l'engagement de l'État dans la lutte contre les algues vertes. En attendant,
La décision de la Cour d'appel de Nantes pourrait bien faire jurisprudence, car en Bretagne, des centaines de plaintes jusqu'ici retoquées semblent prêtes à refaire surface. Alors, question Internet, le problème des algues vertes touche-t-il d'autres pays? Si oui, quelles solutions mettent-ils en œuvre? En Italie. En Italie, il y a les algues vertes. En Italie, à proximité de la ville de Parme, il y a évidemment une production de cochons, puisque jambon de Parme, même si tous les jambons de Parme n'arrivent pas d'Italie, il y a quand même une production de cochons qui est moins importante que la production française, mais c'est un fait qui s'avère. Et aujourd'hui, il est donné aux cochons un produit qui s'appelle de mémoire la chambacide de mémoire, qui permet de diminuer effectivement le nitrate dans les déjections de porc. Écoutez, c'est une étude qui a été faite, moi j'ai été députée européenne jusqu'à juin dernier, au moment de la révision de la directive nitrate, il a été fait une étude par l'agence de la sécurité alimentaire à Parme justement, où il était indiqué que ce complément alimentaire au porc permettait de diminuer effectivement les effets. Et pourquoi on ne traite pas les déjections pour éviter qu'ils se retrouvent dans Yves Pacalé? Ça fait bien longtemps que j'ai écrit un article sur le danger des algues vertes en Bretagne, parce que c'est quand même particulier. Pourquoi vous y êtes allé? Oui, moi j'y suis allé dans les années 80, j'y suis retourné et chaque fois je voyais cette invasion qui augmentait la surface prise par les algues vertes. C'est mortellement dangereux quand on a vu dans le reportage les gens dire il ne faut pas que l'hydrogène sulfuré, c'est une odeur d'œuf pourri. Hein. Alors c'est l'odeur d'œuf pourri caractéristique, c'est du gaz H2S, l'hydrogène sulfuré, c'est ce qui a tué le cheval. Mais donc ça peut tuer des enfants, ça peut tuer. Oui, bien sûr. Mais ça c'est au moment de la décomposition, quand les algues ont été rejetées sur la plage. C'est un problème qui est globalement connu depuis longtemps sur des petites surfaces, notamment dans des endroits fermés, des lacs qu'on appelle eutrophisation. Quand on apporte des engrais azotés et phosphatés dans l'eau, les algues, notamment les algues vertes, ont tendance à proliférer. Et quand elles prolifèrent, elles pompent également tout l'oxygène disponible autour d'elles. Donc elles commencent par tuer tout ce qui est dans l'eau, que ce soit un lac ou la mer ou une rivière, comme dans le cas de Parme. Sur la plage et dans l'eau. Ensuite, elles sont rejetées. Elles commencent par tuer ce qu'il y a dans la mer, ensuite elles sont rejetées pour ce qui est de la mer par les vagues jusque sur la plage, et à ce moment-là elles se décomposent, elles sont à nouveau dangereuses avec ces fameuses émanations d'H2S, d'hydrogène sulfuré, qui est un gaz très toxique. Alors, pourquoi est-ce qu'en Allemagne ou aux Pays-Bas, où il y a beaucoup de cultures intensives, il y a beaucoup d'élevage de porc, enfin on nous parle du porc qui vient de Pays-Bas, pourquoi est-ce qu'eux, ils n'ont pas d'algues vertes sur les plages hollandaises? Il y a de l'eutrophisation un peu partout dans le monde, mais en Bretagne, on a quand même une concentration à la fois d'élevage très nombreux de poulets, de porcs, de vaches, etc. Et aussi une agriculture qui apporte beaucoup d'engrais azotés directement sur la terre, en excès. Tout ça, c'est lessivé. Donc il y a l'engrais, les déjections animales et l'engrais. Et l'engrais. Pour cultiver les choux, les tomates, les deux etc. contiennent de l'azote et les deux sont susceptibles de donner cet effet. Mais ça fait longtemps qu'on demande que ça soit un petit peu mieux réglé, cette question des effluents toxiques dans les rivières. Et pourquoi ne peut-on pas récupérer, par exemple, les déjections animales pour en faire, est-ce que les Allemands n'en font pas du méthane ou... Marc Lémé. Quelques chiffres pour bien donner l'ampleur du problème. La Bretagne, c'est 6% de la surface agricole utile française. C'est 50% d'élevage de porc, 70% de l'élevage de volailles. En Bretagne, depuis des décennies, il y a 3 millions de bovins, 18 millions de porcs, 100 millions de volailles, qui produisent l'équivalent des déjections que produiraient 50 millions d'êtres humains. Tout ça sur 6% de la surface agricole. Le procès de la monoculture, la culture intensive. En plus, qui est un échec aujourd'hui, comme on le voit avec l'effondrement de la filière, avec des gens qui se retrouvent au chômage. Échec écologique et échec total. Et pour rétablir la situation, il faut se projeter à horizon de 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ce qui est terrible, le constat de l'origine de cette crise a été fait depuis 1974 par l'IFREMER, un institut de recherche tout à fait respectable, qui a publié depuis 1974 14 rapports qui sont, mais lumineux. On sait exactement d'où ça provient et force est de constater que tous les gouvernements successifs, droite, gauche... Alors pourquoi ne fait-on rien à part se contenter de ramasser
avec des pelleteuses, puisque apparemment c'est ce qui a peut-être conduit à la mort d'une personne qui conduisait un camion, qui conduisait des algues à une station d'élimination. Qui est mort? Oui, qui est mort il y a 3 ans maintenant. Qui a été pris de malaise, qui est descendu de son camion, qu'on a retrouvé mort. Donc il y a des procédures judiciaires. Alors je reviens sur ma solution miracle que j'ai lue en préparant un petit peu ce dossier, la méthanisation. Pourquoi ne peut-on pas récupérer les déjections des cochons? En Allemagne, alors Sophie Oconi. Aujourd'hui en Allemagne, 3000 unités de méthanisation. En France, 170. Moi, je le dis depuis tout à l'heure, il faut que nous incitions nos industriels et nos agriculteurs à une autre façon de produire. Donc il faut que les agriculteurs bretons, vous allez les énerver là. En plus, qui s'occupent de... Non, mais il faut que l'État français soutienne, comme l'a fait le gouvernement allemand vis-à-vis de son agriculture et de ses industriels, soutienne la création d'unités de méthanisation qui... Ça permettrait en partie, et par ailleurs, ça permettra en partie de régler la problématique des déjections animales. Deuxième sujet, c'est pour les activités maraîchères de la Bretagne, c'est aussi régler le problème des engrais et des pesticides en gérant le fait de l'épandre de façon assistée d'un point de vue informatique dans les tracteurs. C'est comme ça que ça se fait dans un certain nombre de pays, notamment l'Allemagne et les Pays-Bas, où les agriculteurs ont un système de SIG qui permet de mesurer le niveau de pesticides et le niveau d'azote dans leur terrain et de répandre ensuite, parce que c'est la machine qui le fait, de façon extrêmement mesurée pour ne mettre de l'azote ou des pesticides qu'à l'endroit où le terrain en manque. Donc il faut que nous allions dans ce sens et que nous incitions nos agriculteurs à aller dans ce sens, parce que la solution c'est quoi? Et oui, Olivier Andron, on ne va pas tous devenir végétariens. Voilà, il faut bien nourrir 64 millions de Français et demain 9 milliards. Vous n'allez pas nous faire manger les algues vertes. Donc, pourquoi pas? Enfin, il y a beaucoup de gens qui veulent toujours manger du porc. Je vais revenir sur ce qu'a dit Mme Oconi. En ce qui concerne la méthanisation, pourquoi pas? Ça peut être une solution ponctuelle. Donc ça consiste à récupérer, à faire fermenter les déjections animales et en créer du gaz. Voilà. C'est ce qu'ils font en Allemagne. Avec ça, je suis sûr qu'on fait... Ils chauffent les écoles, les crèches, les maisons de retraite. Que fait-on qu'est-ce qu'on fait de l'agriculture qui consiste à déverser des milliers de tonnes d'engrais et de pesticides sur des cultures qui vont ensuite être lessivées par les eaux directement dans les nappes phréatiques ou au niveau des rivières et qui ensuite vont être polluées et donc ensuite traitées et financé par nous. Je voudrais quand même le rappeler, la dépollution chaque année, qui est payée par le consommateur, c'est entre 600 millions d'euros et 1 milliard. Donc ça veut dire que c'est des solutions palliatives. Nous parlions des déjections, vous parlez des pesticides. Mais les pesticides, il y a de nouvelles normes pour en répandre beaucoup moins. Et les pesticides aujourd'hui sont beaucoup moins dangereux. Mais il faut bien quand même il faut bien produire. On ne va pas cultiver à l'ancienne avec une tomate. Mais la solution, c'est l'INRA qui nous la donne. L'INRA nous la donne, l'Institut national de recherche agronomique, a fait une étude pour répondre au gouvernement précédent qui lui disait comment est-ce qu'on va faire pour réduire de 50% les utilisations de pesticides. Et la réponse de l'INRA est très claire. Il faut abandonner les modes de production intensifs parce que ça ne marche pas. Il faut, avec les mêmes niveaux de marge, le même niveau de revenus, on peut très bien y arriver, mais en passant à des agricultures à des agricultures beaucoup plus respectueuses, agriculture intégrée et agriculture biologique. C'est l'INRA qui le dit. Mais c'est pas un rêve un peu utopique? Non, mais je me fais pas l'avocat du diable, mais là, il faut pas caler. Si, ça marche bien. Alors, une première chose. Mais ça va être la tomate à 4 euros et le poulet à 30 euros. C'est faux, ça marche. Il y a une productivité de l'agriculture bio, puisque c'est de ça qu'on parle, qui est au moins égale et même probablement supérieure. C'est pas ce qu'ils font en Allemagne et aux Pays-Bas avec les porcs. Ça, je suis entièrement d'accord. Alors d'autre part, la c'est en effet une solution pour traiter une partie des déjections animales et des restes de production massive de l'agriculture. Mais on pourrait la faire, on doit la faire, on la demande depuis longtemps, elle se fait ici et là. Et c'est intéressant du point de vue écologique, à condition qu'on ne fasse pas comme cette fameuse idée de la ferme des 1000 vaches, qui consistait non pas à produire du lait et d'autres produits dont on parlait pour l'alimentation humaine, mais à produire du fumier, à produire de la bouse pour faire de la méthanisation. Donc on mettait 1000 vaches uniquement pour concentrer à nouveau dans une structure énorme une production d'énergie. Donc on a intérêt, si on veut traiter ce problème, en effet, à aller faire un peu partout des usines de méthanisation.
deux. Il faut combiner à la fois l'agriculture raisonnée. Moi, je pense que la technologie... Allez à Pithiviers, dans ma région, à Pithiviers, vous avez un agriculteur qui, aujourd'hui, gère son exploitation par informatique et qui le fait de façon... Mais je regrette qu'il le fait de façon tout à fait remarquable parce qu'il gère son sol suivant ses vrais besoins et non pas en déversant de façon déraisonnable des engrais ou des pesticides. Deuxième sujet, les unités de méthanisation. C'est un moyen écologique de chauffer un certain nombre de patrimoines publics, par exemple, et c'est une façon, même si elle n'est pas satisfaisante, mais c'est une façon, malgré tout, de régler une partie des problèmes des algues vertes. L'objectif étant, et on arrive au sujet, de mieux traiter l'eau, de la gaspiller le moins possible, car il faut savoir que chaque jour, en moyenne, un Français consomme par jour 148 litres d'eau. C'est trop, c'est beaucoup trop même. Et c'est l'une des priorités du plan de Ségolène Royal qui a été annoncé fin juillet, c'est de lutter contre le gaspillage. Alors gaspillage des particuliers, gaspillage des industriels, mais aussi lutter contre les fuites d'eau dans les réseaux d'eau. C'est un sujet de Barbara Steck et Wan Nguyen Man. Avant de se retrouver dans vos robinets, l'eau subit un traitement de choc en plusieurs étapes. Comme ici dans l'usine de Joinville, qui fournit l'eau potable de l'Est parisien. Visite guidée. Ici, nous sommes au point d'arrivée de l'ensemble de l'eau prélevée en Marne à l'entrée de l'usine de Joinville. Donc, toute l'eau prélevée en Marne va franchir un canal d'environ 600 mètres de long et va se retrouver ici avant de franchir la filière de traitement qui se trouve derrière nous et qu'on va aller voir. Donc ici, l'eau que nous avons quittée à son point d'entrée dans l'usine au débouché du canal, elle va subir 3 étapes de filtration successives permettant de la débarrasser de l'ensemble de ses particules en suspension et d'une bonne partie de sa charge en matière organique. À partir de là, pour la protéger, plus d'accès direct à l'eau jusqu'au robinet du consommateur. Mais sa purification n'est pas terminée. Donc là, on se trouve au niveau de l'étape d'ozonation, où l'eau va rentrer en contact avec des fines bulles d'air ozonné. Et l'ozone va tuer les bactéries et les virus présents dans l'eau. C'est l'une des 3 étapes de désinfection qui constitue la filière de Joinville avec la chloration et les rayonnements ultraviolets. Ici, tout est fait pour éviter de gaspiller de l'eau. L'usine met en distribution entre 90 et 95% de l'eau prélevée en Marne. Et les 5 à 10 restants sont traités et rejetés dans la rivière. Le choix de la ressource retenue est également stratégique. Nous sélectionnons en fait les ressources quand on a des périodes sèches pour avoir le moins d'impact possible sur le milieu naturel. C'est-à-dire que nous prélevons préférentiellement les ressources qui ne sont pas en situation de stress hydrique. Nous avons la chance d'avoir un ensemble de ressources mobilisables, donc nous sélectionnons celles pour lesquelles on sait que l'impact sera minimal. Je sais qu'il y a peu de collectivités qui ont la chance d'avoir plusieurs ressources mobilisables. Donc les collectivités qui malheureusement n'ont qu'un point d'approvisionnement en eau, une seule source d'eau brute, sont obligées de prélever sur cette ressource, quel que soit son état. Là où le bas blesse, c'est au niveau du réseau de distribution, vieillissant. Les fuites sont estimées à 1 milliard de mètres cubes par an, soit 20% du volume de distribution. Sur ce point, le gouvernement a annoncé un diagnostic national avant de lancer des travaux. L'autre principal poste de gaspillage se situe au niveau des consommateurs, d'où la mise en place de politiques de sensibilisation, comme à Paris. On travaille avec les bailleurs sociaux, beaucoup, pour poser des économiseurs d'eau sur les installations. C'est extrêmement important de sensibiliser un maximum le public quant à la préservation de la ressource en eau, parce que c'est une ressource qui se raréfie, pour laquelle il faudrait être vraiment vigilant. Et du coup, c'est important pour nous, effectivement, de maintenir et de continuer ce travail en direction du grand public. Résultat, grâce à des appareils ménagers moins gourmands et des Français plus vigilants, la consommation d'eau baisse chaque année d'1% depuis une vingtaine d'années. Aujourd'hui, elle est de 148 litres d'eau par jour. Le dernier plan de gestion de l'eau annoncé en juillet par le gouvernement se veut écolo, mais aussi porteur d'activités économiques et d'emplois. Actuellement, la filière de l'eau représente 900 entreprises et 124 000 postes. C'est un levier économique à la fois sur le sol français, parce que sur le sol français, vous avez différents métiers qui s'exercent. Ça peut être des métiers de l'ingénierie, ça peut être des métiers des travaux, des équipements, mais aussi des métiers de gestion des services publics. Et dans ces métiers, il y a énormément de gens qui travaillent. Par exemple, dans la gestion des services publics, il y a à peu près 60 000 personnes qui travaillent tous les jours, dont à peu près 31 000 d'ailleurs employés par les entreprises de l'eau. Et c'est en effet une filière qui est importante parce qu'elle a cette capacité
d'exporter le savoir-faire à l'international, à la fois sur la gestion ou sur les travaux. L'objectif étant de créer des dizaines de milliers de nouveaux emplois dans les 10 ans à venir et contribuer à baisser le niveau du chômage. Alors, question Internet, l'eau deviendra-t-elle un jour une ressource rare? Elle l'est déjà. Elle l'est déjà. Elle l'est déjà. À l'heure actuelle, si on sort juste un tout petit peu des frontières françaises, on s'aperçoit que partout dans le monde, les conflits de l'eau sont déjà allumés. Mais c'est parce que nous sommes de plus en plus nombreux, parce qu'il ne pas qu'elle expliquez-moi, l'eau, elle s'évapore de la mer, elle va dans les nuages et elle retombe, c'est un cycle. Le volume est le même. Il y a grosso modo la même quantité d'eau qui reste et qui restera encore pendant quelques temps, même si le changement climatique va peut-être un peu perturber tout ça. Mais quand j'étais président de Green Cross France, on avait un programme en Palestine pour aider les Palestiniens à s'approvisionner en eau. Donc j'ai étudié ce problème là-bas, en Palestine et à Gaza, et on s'aperçoit que l'eau dont bénéficie Israël vient pour l'essentiel du plateau du Golan, traverse le lac de Tibériade, et après il y a un barrage qui quasiment capte la totalité de l'eau qui avant coulait dans le Jourdain. Et je suis allé à Jéricho, je me suis mis les pieds dans le Jourdain pour essayer de faire un petit peu Jésus-Christ qui va se faire baptiser, mais personne maintenant dans cette petite rigole qui reste polluée ne voudrait être Jésus-Christ et se faire baptiser dans cette eau-là. Or, la question de l'eau, si un jour on veut qu'il y ait deux États qui puissent coexister, la Palestine et Israël, est une question centrale. Si on n'arrive pas à mieux répartir la ressource... J'en reviens à ma question, le problème est démographique. Si le problème est démographique, bien sûr, et on s'aperçoit qu'il est partout. C'est parce qu'il n'y a pas assez d'eau pour 6 milliards, 7 milliards d'êtres humains. Il y a déjà 1,5 milliard qui n'ont pas accès à l'eau potable. Et tous les grands fleuves sont dans le même cas. Le Nil... le Brahmapoutre sur lequel au Tibet les Chinois veulent construire des barrages qui fait hurler les Indiens, le Mekong sur lequel les Chinois veulent aussi construire des barrages qui fait hurler tous les Indochinois, l'Amazone qui est partagée malgré son gros débit. Et on peut imaginer des guerres de l'eau un jour, des guerres du pétrole. Elles ont déjà commencé. L'eau est un motif de guerre au moins aussi vif et au moins aussi explosif. L'eau du plateau du Golan est stratégique. L'eau du plateau du Golan est absolument stratégique. C'est une des raisons essentielles. L'hydrodiplomatie, ça a même un nom. Oui, Marc Lémet. L'eau, c'est aussi une question de démocratie. En France, malheureusement, et votre reportage vient l'illustrer à loisir, le lobby de l'eau, les grandes entreprises privées du secteur, un certain nombre de hauts fonctionnaires, des élus, des associations socio-professionnelles qui sont de droit privé, qui sont financées de l'argent public. En France, la gestion de l'eau a érigé le conflit d'intérêts en mode de gouvernement. Ça s'est traduit en l'espace de 50 ans par une dépossession de la représentation nationale. En France, vous avez une centaine... Mais en France, nous ne manquons pas d'eau, pour revenir à ma question. Mais la question est aussi une question de démocratie. Si on veut éviter des problèmes de ressources, des problèmes de pollution, des problèmes de prix de l'eau, il faut réintroduire de la démocratie dans la gestion de l'eau. Ça n'existe plus aujourd'hui. La gestion de l'eau a été capturée par un lobby qui se l'est approprié, qui ne défend que des intérêts particuliers au détriment de l'intérêt général, pour un résultat absolument désastreux. Et c'est la raison pour laquelle on va être condamné pour la directive nitrate à la rentrée. Mais je reviens sur ma question de la gestion de l'eau. En France, bon, nous sommes 64 millions. La population ne va pas doubler, donc en France, nous ne manquerons pas d'eau. Eh bien, si, justement. Ça c'est un risque, parce que localement, on se rend compte qu'il y a déjà une certaine rareté de l'eau. On peut parler, par exemple, de la région. Parce qu'il y a déjà, tout simplement, du point de vue du volume d'eau, dans les Charentes, par exemple, pendant la période de l'été, à l'étiage, ou au niveau du sud-ouest, eh bien, il peut y avoir certaines années. Nous consommons plus d'eau par habitant qu'auparavant, c'est ce que vous voulez me dire. Non, c'est les besoins d'agriculture. Non, mais il y a les besoins quand il n'y a pas suffisamment de rechargement des nappes phréatiques et des rivières à travers les pluies, eh bien à ce moment-là, on arrive à une situation de déficit. Et donc ça veut dire que si, par exemple, certains acteurs, tels que les acteurs agricoles, puisent de manière inconsidérée dans les nappes phréatiques ou dans les rivières, eh bien il peut y avoir certaines régions qui sont à la limite de la rupture d'eau. Ça, c'est un problème qu'on connaît. Deuxième type de problème qui a été évoqué très rapidement dans le reportage qu'on a vu tout à l'heure par cet ingénieur qui parlait, c'est qu'il se peut que certaines villes peuvent avoir seulement une ou deux ressources, seulement une ou deux rivières. Et donc ça veut dire que là encore en été, quand vous avez finalement un petit peu moins d'eau qui arrive, vous allez avoir plus de concentration des pesticides. Et à ce moment-là, vous allez arriver à un niveau où tout le matériel qui va assurer la filtration est insuffisamment équipé pour arriver à gérer toute cette pollution. Ça veut dire qu'on a des situations assez critiques au regard de la fourniture en eau.
Marc Lemay, je vais prendre le contre-pied de ce que vous avez dit et défendre un peu ce que vous appelez le lobby de l'eau, là, nos deux champions, Suez Environnement et Veolia. Sophie Oconi, l'une des solutions au manque d'eau, puisque nous sommes très nombreux et nous serons de plus en plus nombreux sur Terre, c'est de dessaler l'eau de mer. Or, les deux champions français, si je ne me trompe, font en Australie ou en Arabie Saoudite, partout. Ils changent de l'eau de mer, on ne change pas l'eau en vin, là on change l'eau salée en eau potable. Est-ce que ce n'est pas une solution, ça? Avant de passer, et ce sont des usines capables d'alimenter en eau potable, je crois, une ville comme Lyon. Non mais c'est une solution. Pourquoi pas? Mais en tout cas, aujourd'hui en France, elle ne sera étudiée que dans un second temps pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est extrêmement cher. La deuxième chose, c'est qu'on ne sait pas quoi faire de la saumure, c'est-à-dire ce qui reste de l'eau de mer une fois que nous l'avons adoucie, dessalée. C'est le sel, quoi. Voilà, la saumure. Donc ça, c'est le premier sujet. Mais le vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, vous l'aviez dit dans votre documentaire, un Français par jour boit 3 litres d'eau, mais il mange l'équivalent de 3000 litres d'eau, c'est-à-dire ce qui est nécessaire à faire pousser les légumes qu'il mange, à laver la viande. Les 148 litres d'eau, c'est de façon directe. Mais voilà. Indirectement, il boit 3 litres d'eau par jour et il mange l'équivalent de 3000 litres d'eau par jour. Mais c'est le bœuf qui va boire de l'eau pour le steak à midi. Voilà. La consommation de l'Africain, c'est 25 litres d'eau. C'est pas 150, c'est pas 2000 comme les Américains en moyenne. Comme on est en France, je parlais de la France. 3000... c'est intéressant. Nous, c'est 148 litres d'eau par jour. Et aux États-Unis, c'est aux États-Unis, ça dépend comment on compte en effet, mais c'est au moins 10 fois plus. Allez, Sophie Oconi. Pour vous dire, donc 3000 litres d'eau par jour que nous mangeons. Or, nous gaspillons, et là j'ai lu votre excellent article à ce sujet, nous gaspillons, nous les Français, 30%. De ce que nous produisons. 30%, c'est 1000 litres d'eau par jour. Ça veut dire que déjà... Ça veut dire quoi, gaspiller? Il ne faut plus prendre de bain, il faut prendre une douche? Non, mais même à jeter, en jetant tout ce que l'agroalimentaire jette et tout ce que les consommateurs jettent chaque jour dans leur poubelle parce que pas consommé, et parce que tout ce qui est jeté dans la chaîne agroalimentaire, dans la chaîne de la logistique. Quand on se lave les dents et qu'on laisse couler l'eau, quoi. Voilà, ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut faire des économies dans ce que gaspille l'agroalimentaire, ce que gaspille de façon directe ou indirecte le citoyen français au quotidien. De la même façon, nous y serons contraints ou bien la France étant un pays béni des dieux, nous allons y être contraints par l'Europe qui va sortir une directive qui va aller dans ce sens et heureusement. Deuxième sujet, c'est les fuites d'eau, effectivement, même si ça n'est pas... c'est combien les fuites d'eau? 20 à 30% suivant les régions, même 40% pour certains. C'est plus que ça encore. Donc ce sont les canalisations qui fuient. Qui sont cassées. Donc là, c'est pareil. Il faut que nous changions toutes les infrastructures d'alimentation et d'assainissement. Pour ça, les collectivités, l'État n'en a plus les moyens. Moi, lorsque j'étais député européen, j'ai déposé un amendement pour que le Parlement européen cofinance une partie de la réhabilitation de ces tuyaux qui, effectivement, sont soit cassés, soit poreux et ne permettent plus une ressource, une alimentation en eau de qualité pour nous les Français. Mais c'est de l'eau qui retourne propre, qui retourne à la nappe phréatique. Je veux dire, c'est pas... Mais dans un cycle qui est long. Sur ce point, monsieur Debarry, l'histoire quand même. Depuis un siècle, ces grandes entreprises françaises gèrent 80% des infrastructures d'eau en France. Dans tous les contrats signés avec les collectivités locales qui étaient des contrats léonins, on prélève ce qu'on appelle des provisions pour renouvellement pour refaire les réseaux, ce qui était à la charge des entreprises. Quand a éclaté l'affaire Messier, célèbre, tout le monde s'en souvient, 5 milliards d'euros de provisions pour renouvellement qui auraient dû être utilisés pour rénover les réseaux d'eau avaient été utilisés par M. Messier pour acheter des actions de Vivendi Universal quand ça s'écroulait. Première peine. Un arrêté qui vient d'être pris à la demande du lobby. On va pas faire le procès de Veolia et de Suez Environnement. Non, mais je veux dire, pas le procès, mais je vous explique que si aujourd'hui il y a des décisions qui sont prises, c'est que les entreprises n'ont pas fait leur travail, ont détourné des sommes phénoménales, et qu'aujourd'hui, double peine, on vient imposer aux collectivités locales et donc à l'usager de faire des travaux qui vont encore bénéficier à ces mêmes entreprises. On marche sur la tête, littéralement. Yves Pacalé. Il y a un problème aussi qu'on a négligé, en tout cas qu'on n'a pas abordé ici, sur l'approvisionnement même en eau, c'est celui du changement climatique en cours. À l'heure actuelle, dans les Alpes, qui alimentent une bonne partie de la France en eau, les glaciers sont en cours de régression rapide. L'eau tombe en quantité probablement égale à ce
le faisait avant, sauf qu'elle ne tombe plus sous forme de neige, mais sous forme de pluie, donc elle part très vite dans la vallée et elle s'en va. Et l'approvisionnement en eau, quand on le mêle avec la question du changement climatique, devient parfois très angoissant. Alors chez nous, ça ira encore quelque temps, parce que les glaciers jouent encore leur rôle d'accumulateur d'eau qui restitue lentement, au lieu que l'eau tombe brusquement et s'en aille dans la vallée et rapidement à la mer. Mais dans beaucoup de pays du monde, le drame est déjà là. Est-ce que l'eau de pluie, ça ne suffit pas à ressourcer les nappes phréatiques? D'autant que, évidemment, on est de plus en plus nombreux, on a de plus en plus de besoins, et que donc les nappes phréatiques sont pompées avec une telle intensité un peu partout dans le monde qu'elles se déchargent totalement et qu'elles ne peuvent même plus fournir. Quand on prend un fleuve comme le Colorado qui arrive dans la mer de Cortés après être passé près de la Californie, eh bien, il n'amène pratiquement plus d'eau du tout au golfe de Californie. Tout est pompé par Los Angeles et par les grandes orangeries et par l'agriculture de Californie. C'est impressionnant quand on est au bord d'un fleuve qui a charrié parfois 5000 m3 par seconde, qui n'amène plus rien du tout. Ou la mer d'Aral qui revient un peu ou pas, non? Oui, la mer d'Aral, c'est exactement le même problème. Elle a été totalement vidée parce que Staline avait planté du coton dans le Kazakhstan. Allez, tout de suite, avant de parler de Staline, on passe aux questions Internet et SMS. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi ma facture d'eau a triplé pour une consommation identique? Alors Marc Lémé, ce sont les lobbies de l'eau, ça, vous allez me dire. Non, une mauvaise application des politiques publiques, un défaut d'encadrement, un défaut de police de l'eau. On n'a pas parlé suffisamment. Le Conseil d'État, en 2010, a publié un rapport énorme de 800 pages qui pointait le fait, je crois que M. Pacalet sera évidemment en accord avec ça, qu'aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de police de l'environnement. Il y a des gens qui polluent, qui sont pris en flagrant délit. On a mis en place ce qu'on appelle une médiation pénale. Alors, on convoque le contrevenant auprès du procureur, c'est pas une audience publique, on dit, monsieur, c'est pas bien ce que vous avez fait. La question, c'était pourquoi l'eau a triplé quand même. Alors vite, bon, d'accord, elle est mal encadrée. Olivier Andro, c'est ça, il faudrait réguler le prix de l'eau? Non, il ne s'agit pas de réguler le prix de l'eau, il s'agit d'agir de manière préventive. Parce que pourquoi ça coûte si cher? Parce que le premier coût, c'est la dépollution, la dépollution en pesticides. Deuxième coup, dépollution en nitrate. Ensuite, c'est quoi? C'est la dilution. En effet, imaginez, vous êtes en Bretagne, il y a plein de nitrates dans l'eau et vous voulez quand même donner une eau potable qui soit bonne, que vous allez faire? Vous allez prendre une eau qui est très polluée, au-dessus de la norme de maxi de 50 mg par litre, et vous allez la diluer avec une autre qui est juste en dessous. C'est ce qu'on appelle l'interconnexion, c'est un petit peu plus respectable. Voilà, et c'est ça qui coûte cher. Juste un élément de chiffre, il faut savoir qu'ailleurs, en Allemagne, en Bavière, à Augsbourg, à Munich, mais aussi en France, à Lons-le-Saunier, il y a d'autres méthodes qui consistent finalement à inciter les agriculteurs à passer à des agricultures plus respectueuses, et le coût est 2,5 fois moins cher que les traitements classiques. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. C'est-à-dire agir en amont plutôt qu'en dépollution. Absolument, en aidant les agriculteurs à passer à des agricultures plus respectueuses. L'eau minérale vendue en bouteille est-elle vraiment meilleure pour la santé que l'eau du robinet, Olivier Andro? Alors ça ne devrait pas. L'eau du robinet devrait être parfaite pour la santé. Alors ça dépend. Ça dépend parce que il y a l'eau de source qui elle pour le coup est absolument parfaite, d'une parfaite innocuité. En ce qui concerne certaines eaux minérales, il faut faire attention parce qu'elles ne sont pas nécessairement adaptées à une consommation journalière. Parce qu'elles sont trop chargées en minéraux justement. Absolument, elles sont trop chargées en certains ions, certains minéraux qui peuvent poser un problème sur une consommation sur le long terme. Alors parce qu'il y a eau de bouteille, eau de source, rappelez-nous la différence. Alors vous avez l'eau de source qui est définie... Qui sort d'une source, c'est... voilà, qui peut être d'ailleurs issue de plusieurs sources différentes et avoir la même marque commerciale, et qui, elle, est définie de manière à ce qu'elle puisse être consommée tout au long de la vie sans aucun problème de santé. Et puis vous avez des eaux minérales qui sont justement mises en avant parce qu'elles ont des caractéristiques particulières. Elles sont un peu plus chargées en tel minéral, tel ion, etc. Mais de ce fait, eh bien, on ne peut pas les consommer. Et enfin, vous avez l'eau en bouteille qui peut être de l'eau du robinet filtrée. C'était le scandale de l'eau, je ne vais pas citer de marque. Mais... Alors là, pour le coup, c'est pas quelque chose qui s'est développé en Europe, c'est quelque chose qui s'est développé aux États-Unis. Ici, en France aussi. Les carafes filtrantes sont-elles efficaces, justement? Parce que j'ai entendu dire, alors on enlève le calcaire avec les carafes filtrantes, et puis après on vous vend de l'eau en bouteille enrichie en calcium.
C'est le mot plus chic du calcaire. Non, est-ce que c'est vrai ça? Alors, les tests comparatifs que nous avons faits sur ces carafes filtrantes montrent qu'elles peuvent être dans une certaine mesure efficaces, par exemple sur le calcaire ou sur certains mauvais goûts qu'il peut y avoir. Ceci dit, le problème, c'est qu'il faut changer très régulièrement la cartouche filtrante. En effet, si vous ne la changez pas suffisamment, eh bien, vous allez risquer de polluer sans le savoir avec des bactéries qui vont se développer à l'intérieur de cette cartouche. Donc, attention à la date limite. Plus dangereux. Il y a des particules qui restent, qui ne sont pas filtrées par ce savon, évidemment. Les micro-polluants dont on parlait aujourd'hui. Les traces de paracétamol, ça passe. Bien sûr. Que fait-on des algues vertes une fois celles-ci ramassées? Yves Pacalé? Pour l'instant, on les entasse. La plupart du temps, on pourrait, pour le coup, les considérer comme des déchets végétaux. Et si on avait des unités qui fonctionnent, mais pour l'instant, à ma connaissance, il n'y en a pas, les transformer en méthane, pour reprendre une idée de tout à l'heure. Une fois l'eau traitée, que fait-on des déchets? Des déchets de Des déchets qui restent, des résidus. C'est des substrats qui sont en général vendus ou repris par les agriculteurs. Alors, et les polluants, on en fait quoi ensuite? Rien. Rien, on les enterre. Pardonnez-moi, c'est la question des boues d'épuration. Oui. Quand on assainit les eaux usées, on produit chaque année 10 millions de tonnes de boues d'épuration qui, rapportées à ce qu'on appelle la matière sèche, étaient traditionnellement à hauteur de 70% épandus sur les terrains agricoles. C'était donné gratuitement aux agriculteurs. Il y en avait qui étaient brûlés dans des incinérateurs et autrement, on les enfouissait dans des décharges contrôlées. Le problème, on ne peut plus les enfouir dans des décharges contrôlées parce qu'il y a une réglementation européenne qui l'a interdit. Les incinérateurs, essayer de construire un incinérateur aujourd'hui en France, impossible. Et l'épandage agricole, après les grands scandales sanitaires des années 70, la grande distribution a mis en avant des cahiers des charges vantant l'innocuité de leurs produits, ce qui a constitué une entrave à la poursuite de l'épandage. Et alors là, au miracle de notre pays et de notre réglementation, aujourd'hui, pour essayer de se faufiler, on a toujours une réglementation déchets, mais on a inventé le compost à partir des bouts d'épuration, avec les mêmes charges en métaux lourds, enfin, un tas de cochonneries absolument épouvantables. On les mélange avec des déchets verts et on les vend comme compost. Bon, admirable. Sans doute pour faire de l'emploi, comme dirait Madame Oconi. Bon, eh ben merci. C'est sur cette explication que se termine cette émission. Merci d'avoir suivi. Elle sera rediffusée ce soir à 22h35. Nous, on se donne rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle émission. Merci, bonne soirée et à demain. C'est dans l'air et c'est aussi sur France5.fr.